Bonjour à tous, c'est Julien Reynard d'Investir.us. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau podcast. Alors, deuxième épisode, évidemment, on retrouve également Mathieu sur ce podcast. Salut Mathieu, tu vas bien? Bonjour Julien, très bien, merci de m'accueillir encore une fois. Super. Alors désolé, j'ai les yeux qui décalent un peu parce que j'ai le retour image juste en dessous de la caméra. En tout cas, aujourd'hui, on a plein de thèmes à aborder et à vous partager. Évidemment, il y a toute cette actualité autour de la politique qui est menée par l'administration Trump autour des barrières douanières. Pardon. Donc, grosse actualité, voir les conséquences que ça va avoir pour les investisseurs, pour les entrepreneurs aux États-Unis. On va bien sûr parler de création de LLC. C'est un sujet qui est plus que jamais d'actualité, notamment avec ces enjeux de douaniers. Et on va revenir également sur le Visa E2. Je vous donnerai également un peu de contenu sur la manière dont moi je suis arrivé aux États-Unis, mon parcours et notamment via le Visa E2, et puis vous expliquer un peu ça en quoi ça consiste. Je vous donnerai également un exemple d'un client actuellement qu'on accompagne sur le Visa E2. Et puis également, on va vous teaser un petit peu avec une nouvelle compagnie qu'on est en train de lancer avec Mathieu autour de ce service, autour de la création de LC, de l'accompagnement pour l'immigration, autour de tous les services business dont vous pouvez avoir besoin. Donc on en parle aujourd'hui. C'est parti, suivez-nous. À tout de suite. Euh, Mathieu, écoute, ça fait maintenant quelques semaines qu'on s'était pas retrouvé sur ce podcast. Bon moment pour faire un peu l'état des lieux de ce qui se passe. Et les choses y sont Bon, passées en ce moment. Euh, bon, moi, évidemment, comme d'habitude, je lis la presse des deux côtés de l'Atlantique. Je vois la presse française pas tendre avec les Américains en ce moment. Comment les choses sont perçues là avec ce qui se passe avec Donald Trump? Et peut-être que tu peux redonner, une petite rétrospective pour ceux qui n'ont pas suivi ou qui étaient sur, je sais pas, la planète Mars, qui n'ont pas suivi ce qui se passait au niveau des politiques qui sont menées par les Américains. c'est vrai que je pense que si on est passé à côté des dernières nouvelles, c'est qu'effectivement, on était sur la planète Mars ou dans une grotte. Il n'y a que deux options. Euh, Bah écoute, je pense que ouais, tout le monde l'a vu, hein, c'est des taxes, des taxes, des taxes. C'est la guerre des taxes en ce moment. Trump a envie aussi de nous faire payer un petit peu à toute l'Europe, hein, pas que la France, mais le fait d'avoir bénéficié de la protection des États-Unis pendant toutes ces années. Donc pour lui, c'est quelque chose qu'on a finalement jamais payé. Euh, donc ouais, on peut dire que économiquement la guerre est ouverte, je pense. Mais comme à son habitude, voilà, il y a beaucoup de comme un avocat qui ferait des effets de manche. Donald Trump, il va à grands coups de communication pour, voilà, on l'a vu revenir en arrière sur la fameuse application des surtaxes. Il a mis une pause de 90 jours en ce moment. Voilà, là, au moment où on se parle, Voilà, c'est encore tout d'actualité. est Ça en fait quelques pause. jours, voilà. Ouais. Ça fait quelques jours qu'il a annoncé une pause de 90 jours pour finalement que tout le monde se mette à la table et négocie. Quant au traitement de ce côté de l'Atlantique, évidemment que c'est assez mal perçu. Euh, alors à juste raison ou pas, ça dépend de quel côté on se place. Peut-être que l'Europe est restée dans un pays de bisounours, j'ai envie de dire, où on pensait que tout le monde était gentil, que tout allait bien se passer, que grâce à la mondialisation et voilà au commerce, on allait pouvoir rester comme ça sur une espèce de bonne entente entre tous les pays. Ben, c'était sans compter sur l'arrivée pour la deuxième fois de Monsieur Donald Trump au pouvoir, qui lui ne voit pas les choses de la même manière, en tout cas. Ouais. Moi, la manière dont je le vois, en fait, bon, on voit clairement un homme qui a une expérience d'investisseur immobilier, pour ne pas dire de requin immobilier. Hmm. Dans la manière dont il agit, j'ai l'impression d'être au milieu d'une transaction. C'est vrai. Voilà, c'est typique avec des investisseurs américains chevronnés qui C'est vrai vont qu'on n'est pas du demander. tout on n'est pas du tout sur quelqu'un qui a une culture économique, j'ai envie de dire. Je veux dire
tout ce qui est marché, tout ce qui est non, lui voilà, c'est la pierre. Il a négocié des immeubles toute sa vie, donc il est dans des espèces de relations viriles, des rapports de force. C'est aussi le bonhomme, voilà, Ouais. comme tu le soulignais. C'est sûr que le style dépend aussi de l'expérience. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que bah, la plupart des politiques, en tout cas aux États-Unis, ont tous une expérience de diplomate souvent, ou en tout cas ils ont fait des études et ils ont une expérience de ce type-là. Donc ils ont des codes. Ils travaillent sur la communication différemment de Trump. Ça c'est probablement sûr. Après, moi personnellement, et pour échanger ici aux États-Unis, les gens sont pas inquiets. Ça fait partie à la fois de la culture américaine d'être dans cette démarche-là, et encore plus quand c'est Trump. Je pense que voilà, ce qu'il veut, c'est renégocier des traités, renégocier ses accords sur les taxes. Il y a des choses quand même qui sont aussi défendables de ce qu'il demande, hein. Il y a un certain nombre de produits qui sont beaucoup plus taxés quand ils rentrent par exemple en Europe, et les mêmes produits quand ils rentrent aux États-Unis, dans le sens, le sont beaucoup moins. Donc c'est normal aussi que la balle revienne un peu au centre sur certaines choses. Euh, donc, il faut prendre ça avec du recul et mettre un peu d'eau dans son vin. Il faut surtout pas mélanger les Américains avec le président des États-Unis, parce que les Américains, eux, ne mélangent pas Ouais. les Français avec Macron, euh, ou le président Macron, pour parler plus poliment. Je pense que c'est deux choses différentes. Les avis politiques de chacun leur sont propres. La réalité, c'est qu'évidemment, ils représentent le pays. Mais nous, aujourd'hui, aux États-Unis, il n'y a rien qui change véritablement, hein, dans notre vie quotidienne pour l'instant. Pas On pour le moment. suit les médias, on va voir ce qui s'y passe, mais bon, à titre personnel, moi où je travaille sur les deux secteurs où je travaille, euh, on n'est pas ce qui est Impacté. le comment? Pas impacté. Pas Pas pour le moment. impacté pour l'instant. J'essaie de Ouais. réfléchir à ce qui pourrait se passer à l'avenir. Bon, je pense qu'en fait, il en a vraiment après la Chine. Je pense que, à l'image du Canada et du Mexique, c'est en train de se résoudre. L'UE, avec l'Union européenne, je pense que ça va finir par se résoudre. La Chine, c'est différent. La Chine, il y a un enjeu Ouais. de leadership mondial. Donc, je réfléchis surtout à ça. Quel impact que ça peut avoir? Le principal impact, c'est sur certains chantiers. Parce C'est qu'évidemment, un jeu. Ouais, c'est ouais. un jeu risqué avec la Chine, hein, qui joue quand même, parce que c'est le plus gros détenteur de dette américaine aussi. Donc, Après, en fait, bien sûr que c'est un jeu risqué, mais de toute façon, il y a un enjeu de leadership. hum, La ouais, mentalité américaine, c'est pas de se laisser faire, hein. C'est pas hum, du tout la même mentalité qu'on a en Europe. Ils ne se tout à laisseront fait. pas faire et ils vont aller jusqu'au bout. Les Chinois sont dans de la même manière. Je pense que tout le monde va se raisonner parce que tout le monde a plus à perdre au final qu'à gagner là-dedans. Oui, Mais il y a un peu de communication aussi pour dire aux Chinois, on est là, on est toujours en haut. On sait que vous arrivez, mais voilà, on va pas se laisser faire pour se faire dominer là-dessus. Il y a des choses aussi où il a repris le contrôle d'un point de vue géopolitique. Je pense au canal de Panama. Mine de rien, on peut dire que euh, il y a des choses, il recule, il a des effets d'annonce, mais il y a aussi des choses où il a de la euh, concrètement, il y a des résultats, hein. Il a repris le contrôle de Panama, il a refait signer des accords. CMA-CGM a fait un réinvestissement de 20 milliards de dollars aux États-Unis. Donc il y a des choses quand même qui plaident en sa faveur. Après, on connaît le personnage, hein, et il est très clivant, donc des choses qui sont positives, d'autres moins. c'est sûr. Mais bah, ce qui fait un peu plus peur, c'est que dans ce genre de guerre commerciale ou économique, c'est que, in fine, on sait qui paye la facture, hein. C'est toujours le consommateur et le contribuable. Donc, effectivement, ça serait bien que, pour les deux côtés, que ça se résolve tranquillement avec des accords équitables des deux côtés. Mhm. Après, il en a aussi beaucoup après un certain nombre de grosses compagnies de la tech qui payent pratiquement aucun impôt aux États-Unis parce qu'ils jouent avec des montages légaux un peu sophistiqués entre facturation de filiales. Et donc, Ouais, avec ça, ils arrivent à évaporer de l'impôt. Bah, notamment, il y a un certain nombre de ces entreprises, Apple, Microsoft, Facebook et compagnie, qui sont domiciliées en Irlande parce qu'il n'y a Irlande, ouais. quasiment pas d'impôt. Depuis toujours. Donc ça, c'est pas quelque chose qui est très apprécié, évidemment. Ils jouent pas du tout leur rôle, alors qu'il y a des millions de produits qui s'écoulent aux États-Unis. Le marché domestique, il est énorme sur l'iPhone, sur toutes ces technologies-là. Donc ils visent aussi ça. Et Faut- je pense qu'au final, quand même, l'Américain moyen va pas tant souffrir de la situation, même si on continue dans la même veine, parce qu'au final, les grandes entreprises,
En fait, il y a des limites. Voilà, c'est le revenu moyen des habitants, ils savent ce qu'ils peuvent dépenser. Après, les gens consommeront probablement un peu moins, mais je pense que les grandes entreprises sont capables aussi de faire un effort et de baisser leur marge. Quand vous avez des profits énormes comme Apple, il y a un moment, il faut que la fête se termine quand même. Ouais, mais le problème, c'est que tout le monde n'est pas Apple non plus, quoi. Tout le monde n'a pas des marges comme ça complètement Mais c'est pour ça que délirantes, là quoi. maintenant, c'est du cas par cas, t'as compris. Il a fait des Ouais. effets d'annonce à la SERP, et maintenant, au Bah cas par d'ailleurs, cas, par après avoir, filière. ah oui, et puis après avoir augmenté, fait la surenchère sur la surtaxe avec la Chine, premier truc qu'il a fait, c'était de dire après, oui, bon, alors par contre, tout ce qui est téléphone, ordinateur, tout ça, on l'exclut, quoi. Oui, parce que les Américains vont pas pouvoir payer un iPhone deux fois le prix s'il Hum. applique les 100 et quelques pourcents de taxes. Donc, bon, voilà, c'est À Donald voir ce qui Trump s'y fait du passe. Donald Trump. Ouais, à voir ce vers quoi on va. Mais bon, c'est sûr que la résultante, ça pourrait être de l'inflation encore, C'est un ça. peu de partout dans le monde, forcément. Ouais, ça Donc, c'est l'enjeu numéro un. hum, c'est sûr. Après, bon, l'immobilier, est-ce que ça aura un impact ou pas? Est-ce que d'après toi, ça peut impacter les loyers? Alors, moi, je vais te dire, Est-ce que ça peut faire caler la transaction, les transactions d'achat, que ce soit du neuf ou du... si on step back, comme disent les Américains, on prend un pas de recul, en fait, ces effets d'annonce sur les tarifs, les droits de douane, en fait, ça a un impact très important sur les marchés boursiers, j'entends, sur la bourse, le stock market. Et évidemment, les Américains sont très exposés là-dessus, notamment les retraités, Ben, puisque c'est c'est ça, la ouais. retraite par capitalisation. Moi, j'ai une anecdote, hein, un cas concret. Il y a début de semaine dernière, j'ai fait visiter une cliente américaine des biens ici en Floride. Elle était quasiment qu'en stock market. Elle est en train de sortir plusieurs centaines de milliers de dollars pour acheter de l'immobilier parce que c'est pas quelqu'un, c'est pas quelqu'un qui est une experte de la bourse. Elle est comme tous les Américains, elle en a qui est placée et elle voit juste que ça spécule beaucoup. Elle a dû perdre des dizaines de milliers de dollars ces derniers jours, peut-être en reprendre, en reperdre. Elle aime pas ça en fait. Donc l'immobilier malgré tout, ça reste, euh, c'est en période de crise, ça reste quand même une valeur refuge. Et Ouais. donc même titre que l'or, on a vu que l'or avait encore pris beaucoup de valeur. Euh, Bah, de la même manière, je pense que pour l'immobilier, je pense que ça peut être positif. Ok. Tu Bonne le nouvelle. penses? Ouais, non, c'est bien. Ah bah, après, c'est un avis, hein, on verra ce qui s'y passe. Mais moi, déjà, je commence à le voir un petit peu sur le terrain avec des gens qui passent à l'action. Donc, on va voir Ouais. dans Qui quelle font de mesure. l'arbitrage et qui vont peut-être réduire leur exposition sur les marchés pour basculer vers un peu de pierre, quoi. Et en fait, ça va dans une continuité. Déjà, fin 2024, j'avais repéré qu'il y avait un certain nombre de gens qui étaient des gros portefeuilles en bourse, qui étaient en train de se rediversifier sur l'immobilier. Les dernières, et je le sais par des choses très factuelles, c'est qu'en fait, quand vous recevez une offre cash sur un contrat aux États-Unis, j'étais vendeur ou représentant le vendeur sur ces transactions, et c'est plusieurs transactions, hein. Trois transactions différentes, trois biens différents, dont les trois ont closé. C'était trois personnes qui avaient plusieurs millions de dollars en bourse, sur le stock market, alors différents types de produits, peu importe, je ne vais pas rentrer là-dedans, j'en sais même rien d'ailleurs, mais j'ai vu le volume qu'ils avaient et ce qu'ils avaient en bourse, parce que c'est une preuve de fond qu'on demande quand Mm. on, on fait un contrat en cash. Eh bien, c'était des gens clairement qui étaient dans cette logique-là, hein. Ils sortaient du cash de la bourse pour acheter de l'immobilier en Floride, en l'occurrence, et notamment parce que c'est un bon moment pour se positionner. Là, on est clairement sur des marchés d'acheteurs actuellement. Ouais. Les taux d'intérêt sont encore hauts, il y a pas mal d'inventaire. Donc, ça ne peut que renforcer cette tendance-là. Donc, moi, je sens qu'il y a un petit comeback là sur l'immobilier qui va se faire. On verra si ça se passe en 2025. Mais c'est vrai que les marchands étaient un peu en berne. Il y a même des marchés qui sont contractés sur le sud-ouest de la Floride, pas mal contractés. Donc, il y a des marchés, il y a des biens qui sont vraiment actuellement à la vente à la décote. Mais les États-Unis, il y a un effet de rebond qui peut être très rapide, hein. Donc, Oui, c'est un à marché suivre. dynamique. Voilà, C'est un marché qui est toujours très dynamique, ouais. c'est ça. Et alors, situation en Europe, comment est-ce que les choses sont. Enfin, les marchés immobiliers, pour faire un comparable avec les États-Unis, faire un comparable sur l'aspect économique,
Est-ce qu'il y a des impacts justement de ces premières décisions? Qu'est-ce que tu vois toi au quotidien en Non, France? au quotidien, pour le moment, rien du tout. Je pense que c'est beaucoup trop tôt. Pour le moment, ce ne sont que des effets d'annonce pour essayer de mettre en place voilà, une négociation. Mais clairement, aujourd'hui, non, il n'y a pas de. Bon, si, les marchés, évidemment, les marchés boursiers, là, il n'y a pas une place de marché qui y a échappé, hein, que ce soit des États-Unis jusqu'aux bourses asiatiques, même le Japon. Tout le monde, tous les marchés ont dévissé, un peu plus aux États-Unis, forcément. Mais sinon, non, concrètement, dans la vie de tous les jours, il n'y a pas de. Que ce soit sur les transactions pour le moment immobilières, il n'y a pas d'impact. Pas pour le moment. Mhm. Non, c'est pas. Ok. Je pense pas que ça soit impactant pour le moment, tout ça. Ça reste. Les marchés boursiers, oui. L'immobilier, non. Ça bouge pas. Après, mis à part que c'est vrai que ces dernières années, le marché immobilier en France était plutôt en berne, hein. On n'avait plus ces augmentations qu'on avait sur les grandes villes habituelles. On va exclure Paris de notre discussion parce que Paris reste Paris et c'est très différent. Mais sinon, toutes les grandes métropoles type Lyon, Bordeaux, Marseille ou autres, l'augmentation qu'il y avait ces dernières années a plutôt Mhm. un peu stagné. Ben, je crois que il va y avoir enfin, la manière dont c'est perçu. Quand tu prends tu relativises la valeur des biens du parc immobilier en France en moyenne et les salaires, je crois que c'est le parc immobilier d'Europe le plus cher, le plus élevé, qui a le plus de valeur, le plus cher, avec aujourd'hui un revenu médian qui est plus du tout en France, c'est plus je sais même pas, c'est top 10 hein, maintenant en Europe, hein. C'est vrai qu'en France, par contre, on a ce problème-là où le revenu médian pardon, stagne, n'évolue pas, mais par contre, les prix de l'immobilier ont flambé. Euh, Se loger dans les grandes métropoles, même louer, c'est devenu, sans parler d'achat, hein, mais même louer, C'est plus c'est accessible en fait. c'est devenu très cher, quoi. C'est Ouais. devenu très cher. J'avais vu un Donc, ouais, comparable à 30 ans d'écart, ou quelque chose comme ça, ouais, je crois que c'était 1995-2025. Un appartement à Paris, en combien de temps tu te le payais en 95 ouais, à revenu égal, quoi, revenu médian ouais, de l'année, versus aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, en gros, revenu médian, c'est impossible d'acheter un appartement à Paris, en gros. Il te ouais. faut plus d'une vie pour le payer. Je crois que c'était 137 ans ou 115 ans, un truc comme ça, pour le payer. À l'époque, c'était complètement faisable. C'était un emprunt Ouais. long, peut-être de 20 ou 30 ans. Alors, revenu médian, déjà à Paris, c'était peut-être plus difficile, mais bon, c'est Paris, c'est la capitale. Euh, mais bon, là, on voit qu'il y a une détérioration, je pense, sur l'acquisition des biens. On souffre un peu de ça aussi aux États-Unis, hein, beaucoup de gens qui en parlent, parce qu'il y a eu Ouais. beaucoup d'inflation aussi. Malgré tout, les revenus ont quand même beaucoup suivi. Il y a eu des bumps de salaire, de revenus. Globalement, ça a suivi. Donc aujourd'hui, le fameux rêve américain de devenir propriétaire, moi, je crois qu'il est toujours bien présent. Et je le vois Il avec est encore certains possible, ouais. locataires qui deviennent propriétaires. Ils quittent. Là, j'ai encore eu des discussions avec des locataires qui vont partir en juin, juillet, fin juin, ou début juillet, au lac Pickwick. Des gens très bien, ils ont une de nos maisons, ils vont partir parce que ils sont en train d'acheter. Ils sont même sous contrat. Ok. Donc, tu es locataire, tu peux devenir propriétaire, il n'y a pas de bon, à condition de travailler d'un minimum de revenus, mais Ouais. ça existe encore. Ouais, après, en Floride, c'est un peu plus compliqué, quand même, je pense. Parce que c'est vrai que le Mississippi, c'est différent. C'est ultra compétitif en ce moment. Comme Mhm. tu disais tout à l'heure, la Floride, c'est un peu plus contracté. Puis Alors, les assurances, enfin, il y en a qui ont du mal à suivre quand même, quoi. Alors la Floride, aujourd'hui les prix se sont contractés. T'as des endroits quand même où c'est redevenu abordable de par Ouais, cette baisse de prix, hein. Il y a des prix, parfois ça a baissé jusqu'à 20% hein, sur la valeur des biens. La problématique qu'il y a maintenant, c'est effectivement les répercussions des tempêtes qu'on a eues dernièrement sur les assurances. ouais, Et donc en fait, après c'est les taux d'endettement qui passent plus à la c'est banque. ça. Donc bon, tu prends vraiment Sarasota, ça reste quand même une vie plus bourgeoise, c'est plus cher, donc là effectivement. Mais tu t'écartes un peu, tu vas juste au sud sur Charlotte County par exemple, à 30 Ouais, minutes. Euh, Inglewood, on a nos bureaux. Tu arrives à trouver des biens bien familiales dans l'ancien, propres, un peu à rénover, à moderniser, mais pour 220 000 dollars, tu trouves ça. Donc ça, il y a un paquet de gens qui pourraient qualifier, même avec un apport minime.
probablement, avec le taux actuel, tu es à peu près à 1000 $ de remboursement de capital et de paiement d'intérêt. Le problème, ce qui te tue, c'est que tu es quasiment à autant d'assurance et de taxes foncières, en fait, avec les tempêtes. Donc après, ça passe plus en termes de taux d'endettement. Les taxes les property tax qui ont quand même pas mal flambé les C'est ça, 4 assurance et taxes dernières années, foncières. quoi. Ouais, Ouais. assurance et taxes foncières, parce que c'est vrai C'est, qu'on a beaucoup monté. Mais c'est lié aux tempêtes, hein. Ça, c'est sûr. C'est deux mais, aspects-là. mais c'est vrai qu'on le voit quand même pour surveiller le marché tu parlais de Charlotte County, euh, on, on retrouve quand même des biens, on va dire vraiment premium, euh, qui redeviennent beaucoup plus abordables, hein. Des zones dont on parle souvent, hein, comme South Gulf Cove ou autres, mais c'est vrai qu'il y a quand même des belles maisons qui sont à des prix aujourd'hui. Imbattable. Et Ouais. en plus, et le prix affiché est rarement le prix que tu vas payer. Si tu arrives avec une offre cash, je Ouais. pense que tu tailles encore le prix, quoi. Donc, Ah oui. je pense qu'il y a de bonnes affaires à faire. Il y en aura peut-être pour un moment cette année-là, je pense, hein, pour l'année à Charles venir. County, il y a du stock, mais oui, je pense que les gens, ils sont à la vente, ils sont très dociles actuellement. Et Ouais. ouais, une maison aujourd'hui, une maison familiale, 3 chambres, 3, 4 chambres, allez, 150, 200 mètres carrés, enfin, une maison d'une bonne taille sur l'eau, donc où tu peux mettre ton bateau au bout du Mm. jardin et partir en mer. Je pense qu'aujourd'hui, autour de 500 000 $ t'en trouves, hein, à Charles County. T'en Ah, trouves. c'est fou, hein. Et ça, c'est quand même bon. Même en Europe, aujourd'hui, qu'est-ce que tu trouves à 500 000 euros, 500 000 $ même tu vas Non. n'importe où, même dans le sud de l'Espagne, où ça serait peut-être moins cher. Même je sais pas, j'ai un copain ici qui est italo-albanais aux États-Unis. Il me parlait d'Albanie, qui est devenue une destination Ouais. aussi assez touristique sur la côte et tout. Même là-bas, il me dit, faut pas croire, hein, tout a beaucoup augmenté. C'est vrai qu'aux États-Unis, pour ça, il y a encore des choses qui peuvent être très sympas en termes de lifestyle avec un prix intéressant. Donc, de belles affaires à faire en perspective. Voilà, voilà. Pour revenir un petit peu plus sur faire du lien avec ce qu'on a dit sur Trump, les enjeux douaniers, plus que jamais, c'est le moment de parler de créer une entité juridique aux États-Unis. Si vous avez un projet de faire des affaires aux États-Unis, je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment considérer, surtout s'il y a cette forme d'instabilité à la frontière. Si tu as une entité juridique américaine et que d'une certaine manière tu fais des affaires aux États-Unis, tu dois être complètement exempté de ça, puisque c'est exactement ce que Trump souhaite, en tout cas ce qu'il dit qu'il souhaite. Euh, et donc, est-ce que tu peux nous faire, Mathieu, avec quelques explications sur le modèle juridique le plus commun aux États-Unis, la LLC, euh, Ouais. Ouais, c'est qui vrai que la est... LLC reste bon, c'est ta spécialité depuis des années. Je suis tes pas dans cette aventure. Mais c'est vrai que oui, la LLC est le vecteur, l'outil le plus adapté pour les gens qui veulent faire du business. L'autre forme étant la corp, la C-corp, puisque c'est possible aussi pour un étranger de monter Ah, ça. bien sûr. Mais avec bon, bah, on va dire deux grosses différences, c'est que la LLC est une entité transparente, un peu comme en France, on aurait quoi? On aurait les SCI qui seraient considérées comme ça. Les sociétés civiles immobilières, quand on veut faire du patrimoine, elles sont transparentes au sens où c'est l'individu qui est taxé et non la société. Mhm. Bien qu'une SCI puisse être en France à l'IS, j'anticipe les commentaires qui Il y pourraient, a les euh, deux types qui de pourraient SCI en arriver. France. Voilà, il y a les Ouais. SCI à l'IR et les SCI à l'IS, Mhm. mais le plus commun étant, c'est vrai pour les gens qui font un peu de patrimoine, l'IR. Bref, tout ça pour dire que la LLC est transparente, donc c'est l'individu qui est taxé et non l'entité. Alors que la C-Corp, à l'inverse, elle paye des taxes en tant que société, et ensuite l'individu est taxé à titre individuel une fois les dividendes versés ou les salaires. Ouais, LLC le plus adapté si vous avez un projet de faire du business aux US ou pas, puisqu'avec une LLC américaine, on peut faire du business partout dans le monde. Vous pouvez même faire du business partout sauf aux US, c'est possible aussi. Mais je crois quand même que la majorité des
personnes qui vont venir créer une entité juridique américaine, je pense que la majorité, c'est quand même pour venir faire des Faire affaires du aux business ici, États-Unis, ouais. je pense. Ne serait-ce que Euh, pour l'immobilier, forcément, vous avez du parc voilà. immobilier aux États-Unis, donc forcément, vous allez payer de l'impôt fédéral pour le coup, puisqu'en Floride, il n'y a pas d'impôt au niveau de l'État. Donc 0% en Floride, 0% en Mississippi aussi. Si tu me confirmes bien, hein, on est Ah d'accord. oui, je te confirme, c'est passé, ça fait partie Voilà, maintenant des 10 États où il n'y a pas d'impôt voilà. d'income tax, le Mississippi. Mais Depuis quelques semaines, hein, c'est ça, non? 10 jours environ, c'est Ouais, ouais, c'est passé. ça. Ouais. Ouais. Après, bah, il y a l'enjeu de l'imposition. C'est pour ça qu'aussi les États-Unis, il faut pas oublier que c'est une confédération d'États. Donc 51 États, ça veut dire 51 manières de créer une entité juridique, avec des choses qui... Ça permet d'avoir déjà un projet un petit peu plus custom en fonction de la nature de votre business, par exemple. Bah, il y a des États qui vont être plus intéressants que d'autres. Et puis, le gros avantage de la LC, c'est qu'il n'y a pas d'abus de bien social. Donc, il n'y a pas de problème de mélanger ses fonds propres, personnels, non personnels. C'est une comptabilité cash qu'on fait aux États-Unis. Donc, ce qui rentre, ce qui sort, avec des justificatifs. Il y a des choses, effectivement, vous allez peut-être consommer avec la LLC, ça passera en revenu, ça sera taxable. Et puis, il y a d'autres choses, au moins, vous pourrez les passer en charge. Ça sera non taxable. Ça viendra même diminuer votre base imposable. Mais, Oui, beaucoup de c'est... déductions possibles aux États-Unis Ah oui, par par rapport rapport à à la beaucoup France. d'autres modèles. On parle Ouais, ouais. beaucoup de la France, mais je sais aussi qu'il y a des gens du Canada qui nous écoutent. Et Oui. le Canada, c'est globalement un peu la même chose qu'en France, désormais. Belgique Le aussi, hein, système, ouais, on c'est a des similaire. systèmes fiscaux vraiment, mais Ouais, touche, quoi. C'est vraiment la même chose. ouais. Du coup, l'avantage aussi, c'est que c'est très simple et peu onéreux de le mettre en place. Ça dépend des États. Parfois, il y a un frais de renouvellement, une taxe pour euh, Ouais, chaque renouvellement annuel, ouais. un renouvellement annuel. D'autres États, c'est pas le cas. Mais vraiment, ça donne une forme de liberté. C'est clair pour les gens qui sont à distance. On peut tout faire à distance. Je veux dire, dans la création comme dans la gestion sans entité juridique. En tout cas, nous, on accompagne les gens là-dessus. Euh, mais le montage, pour juste élargir un petit peu le sujet, LLC est quand même le plus commun. Le Ouais, montage corp dans le cadre d'un investisseur étranger, ça va être intéressant si effectivement il y a une holding, il y a une société étrangère qui va posséder la société américaine. Donc là, il y aura une relation de holding filiale. Ça peut permettre par exemple d'éviter de peut-être de la taxation dans le pays d'origine. En tout cas, c'est la manière dont nous on l'a pour laquelle on a créé des corporations pour des clients aux États-Unis. Mais c'est vrai que la LLC, ça reste le modèle le plus simple. Le gros avantage aussi, c'est que le système américain est très flexible. Demain, la LLC, d'un point de vue fiscal, c'est moins intéressant parce qu'en fait, c'est sur une base imposable progressive, en fait. Hein. Il y a des paliers d'imposition, au même titre que l'impôt personnel. Bah, on ouais. peut facilement basculer sur la corporation, qui là est un impôt flat, actuellement à 21%, que d'ailleurs Trump veut faire redescendre encore à 15%. En tout cas, c'est ce Ça qu'il va a dit, peut-être voire même relancer 10%. ça va peut-être relancer l'intérêt des C-Corp Ouais. pour les étrangers, pour le coup. Ah, ben oui, ça peut avoir un intérêt, Ouais. pas que pour les étrangers, hein, même pour les gens qui ont des LLC ici. Après, nous, Oui, bien sûr, mais on on a parle. d'autres enjeux. En tant que résident, en fait, on peut avoir un modèle LLC, une entité juridique LLC, mais qui est taxable comme une corp. Il y a un autre modèle qui C'est vrai. existe. Donc, mais bon, voilà. Je pense que c'était bien de refaire un petit point sur l'entité juridique. Et puis, évidemment, on va avoir quelque chose à vous dire là un peu plus tard sur ce podcast par rapport à ça, au service qu'on va proposer, puisqu'on est en train de lancer toute une gamme de services, notamment autour de la création, domiciliation d'entités juridiques aux États-Unis. Exact. Euh, Encore un peu de patience. ça, ça arrive. Visa E2. Visa Euh, E2. Ah, le fameux Visa E2. ouais. Celui dont Ah, tout le celui-ci, monde c'est le entend Graal quand parler. même, hein. C'est le Ah, le Graal, hein. Graal, je sais pas. Le Graal, je sais pas. Mais en tout cas, c'est la première clé pour ouvrir la porte. Ouais, le Graal peut-être, mais en fait, enfin le Graal, c'est un premier Graal, c'est-à-dire si tu as envie de venir aux États-Unis, Ouais, c'est quand même une des portes les plus simples à ouvrir à partir du moment où tu as voilà. un peu d'argent en fait. Faut quand même pas oublier ça, c'est quand même la base, et c'est sûr que c'est quand même une base importante, parce qu'aujourd'hui il est quand même pas si évident de se faire sponsoriser par une entreprise pour venir travailler aux États-Unis. Ouais. Euh, il y a une époque où les ingénieurs, il y avait beaucoup d'ingénieurs
européens, français qui partenaient à Silicon Valley. Il y en a toujours, mais c'est quand même des profils très particuliers, ou voire même des entreprises européennes, françaises, qui ont des filiales aux États-Unis, qui envoient Ouais. en expat des contrats. Ça, c'est extrêmement peu commun aujourd'hui, hein. J'ai pas mal d'expats autour de moi, et dans la famille et dans les amis qui sont aux États-Unis. C'est vraiment des profils très particuliers, des gens Ouais. Et des qui sont sortis compétences. des très grandes écoles souvent, ou qui ont des Mm. postes particuliers dans les grands groupes. Euh, Bah, c'est un peu le principe généralement pour te faire sponsoriser. En tout cas, aux États-Unis, j'ai l'impression que c'est un peu la règle. C'est-à-dire, pour prendre le travail d'un Américain, parce que c'est comme ça qu'ils réfléchissent, hein, pour mhm. prendre le travail d'un Américain, il faut pouvoir le justifier. C'est-à-dire que si un Américain peut faire le même travail que toi, étranger, alors il n'y a pas de raison qu'on t'embauche toi. C'est un peu la logique, quoi, j'ai l'impression. Ah, bien sûr, hein. Ça c'est vrai pour les Voilà. visas, tous les visas de travail, H1B, L1, E2 essentiel. Pour la green card, les green cards qui sont supportés Ouais. également pour l'emploi. Ok. Nous, on en a bénéficié parce que mon épouse nous a permis d'avoir cette green card-là parce qu'elle a une compétence spéciale. En tout cas, c'est ce qui a été démontré dans la demande qui a été faite de la green card Qui par a été son motivé, employeur. ouais. Voilà. Mais c'est quand même des Ça, c'est cas, tellement rare, quoi. C'est c'est tellement pas rare. des cas évidents, hein, Ouais, une c'est green sûr. card sponsorisée, c'est rare. Bah bon, et puis après, il y a un enjeu. Il faut déjà. Généralement, un green card vient après un visa parce que là, il y a une notion. Ton employeur, c'est rare qu'un employeur te fasse une green card automatiquement, ou alors en tout, il y a une clause sur ton contrat. Généralement, j'ai déjà eu des copains qui ont eu ça, des amis ici, une clause. Si tu pars avant telle date, il faudrait que tu repayes la green card, hein. Une green card en frais d'avocat, enfin tout frais confondu, en moyenne, on parle d'au moins 10 000 $, hein, pour que vous ayez un ordre d'idée. Euh, mais effectivement, le visa E2, pour revenir là-dessus, ça reste quand même, à mon avis, une des portes les plus faciles à ouvrir. Ouais. Si on parle d'un point de vue purement financier, investissement, évidemment, plus on a de cash disponible, moins on prend de risques. Si on se débrouille pas trop mal et qu'on on investit dans les bonnes choses et qu'on se fait bien orienter, mais on va dire que globalement, ça donne quand même un peu plus de flexibilité sur son implantation. On se laisse du temps, puisque l'enjeu aussi, c'est bien de se laisser du temps parce qu'on arrive, on comprend pas tout ce qui se passe très bien aux États-Unis. Il faut embaucher des salariés, il faut comprendre les règles, les lois. Même si on est dans la même industrie dans laquelle on travaillait dans son pays d'origine, bah, il y a quand même un certain nombre de choses qui sont différentes. Donc le temps, c'est la clé. C'est sûr, il faut avoir ça en tête. Euh, mais après, c'est vraiment la porte ouverte. Une fois qu'on y est, ça permet de décider bah, si on veut continuer à y vivre à l'avenir. Et dans ce cas-là, bah, après, on va dans des C'est au step démarches d'après. voilà, on va dans des démarches un peu plus fortes, soit renouveler son visa E2, parce que ça c'est possible. Il y a beaucoup de gens qui préfèrent rester en visa E2, j'en connais un Ouais. certain nombre. C'est Ou deux alors ans maintenant, après, c'est ça, non? Le visa E2? visa E2 c'est 4 ans. Pour les Français, il me semblait que c'était passé à 2, non? Non, c'est 4 ans, c'est 4 repassé à toujours? 4 Ok. ans. Ouais, 4 ans, et puis après on a ce qu'on a le I-94, qui est l'autorisation de rester sur le territoire. Donc là, il s'agit juste en fait, en gros, vous ressortez du territoire à 3 ans et 364 jours, vous rentrez sur le territoire américain, on vous redonne une autorisation de rester sur le territoire pour 2 ans. Donc en D'accord. fait, on peut aller jusqu'à 6 ans. Mais par contre, vous ne pouvez plus ressortir du territoire, autrement là, vous ne pouvez plus rentrer. Et donc ça peut permettre quand même d'avoir un peu plus de flexibilité. Donc ça laisse quand même du temps, parce que même si on arrive, qu'on crée un business ou qu'on reprend un business, au final, on peut aller jusqu'à 6 ans. Il y a quand même des choses qui peuvent se passer pendant les 6 ans, et on peut être quand même dans une logique de réussite pour faire un renouvellement Oui, ou voilà. pour travailler sur effectivement un, un autre. On peut aussi faire un visa E2 avec une autre entreprise. On peut faire une demande de green card. On peut faire différentes choses en fait. Parfois, le visa E2 qu'on fait initialement, en fait, euh, ça sera pas le visa, ça sera. On refera un autre visa E2 pour une autre entreprise en parallèle. Je donne un Ouais. exemple. J'avais au début quand je me suis implanté aux États-Unis, donc moi j'ai eu un visa E2, mais dans ma démarche d'implantation, j'avais rencontré un propriétaire, entrepreneur vénézuélien qui, lui, avait fait un visa E2. Alors, je sais pas s'il y a toujours les visas E2 maintenant avec les Vénézuéliens d'ailleurs, hein, ça date un petit peu ça. Mais il avait acheté un salon de coiffure. Il n'était pas du tout dans la coiffure, lui, il était fabricant de fenêtres. Il avait en fait ouvert une usine de fabrication de fenêtres. Le truc, c'est que ouvrir une usine, ça se fait pas en claquant des doigts. Donc, il avait décidé d'acheter une affaire de coiffure qui avait permis d'avoir son visa E2. Ça avait lui donné le temps de reprendre et de créer l'activité construction de fenêtres. À l'issue, d'ailleurs, ensuite, il a vu la green card en fait avec cette activité-là.
Euh, et donc, en fait, l'affaire de coiffure, qui gagnait un peu d'argent d'ailleurs, hein, eh bien, c'était simplement une première affaire pour pouvoir venir s'implanter, en fait, se donner du temps, avoir quelque chose qui gagne de l'argent aussi pour supporter un peu la famille, mais surtout lui permettre, lui, de vraiment développer une activité dans son domaine de prédilection. C'est ça, ouais, c'est ça qu'il faut que les gens comprennent, c'est que souvent le visa E2 va vous permettre d'acquérir un business et ça va vous permettre de venir sur place et de développer d'autres business. Peut-être que le business que vous allez acheter avec le premier business que vous allez acheter avec votre visa E2, c'est peut-être pas celui de vos rêves, c'est peut-être pas celui auquel vous pensiez. Mais c'est celui qui va vous donner la clé pour ouvrir la porte et rentrer et pouvoir développer autre chose. Si c'est votre projet. Après, il y a des gens qui peuvent acheter des petits business juste pour avoir un second business. À ce moment-là, c'est OK aussi. Mais Mhm. pour ceux qui veulent aller plus loin, ouais, je pense qu'il faut pas se focaliser en se disant euh, je vais faire ma demande de visa E2 sur le business que je vise, sur ce que je veux faire. C'est pas forcément c'est pas forcément le meilleur axe, bien que ça soit possible, j'imagine, hein. Mais d'expérience, toi, est-ce que tu as déjà eu des clients qui ont voulu faire un visa business, donc un visa E2, en, en montant de suite leur propre business, en embauchant donc des Américains sur place? Est-ce que c'est déjà arrivé ou est-ce qu'ils Ah oui, reprennent oui. plutôt un business et ensuite ils font leur... J'ai eu les deux, les créations et des reprises. C'est vrai qu'on essaie, moi j'ai toujours essayé d'orienter les gens pour essayer de minimiser leurs risques financiers. Donc essayer de trouver des solutions un petit peu plus, alors ça peut paraître paradoxal, hein, mais passives. En tout cas, avoir une solution support le temps d'obtenir le visa, ou si le visa ne s'obtient pas tout de suite, parce que par contre pour un refus, il faut repasser une deuxième fois à l'ambassade. Donc entre-temps, on a déjà fait l'investissement, parce que le but c'est d'investir avant pour pouvoir monter le dossier, hein, c'est ce que veut l'administration américaine. Donc on a eu ces solutions-là. Après, pour rebondir sur tu disais, je pense qu'il faut rester vraiment open mind, comme on dit, ouvert d'esprit dans sa recherche. Il faut prendre le temps de faire sa recherche, prendre du temps, investir dans la recherche, du temps, de l'argent, se cultiver en termes de business sur Hmm, comment les Américains fonctionnent. Investissez de l'argent dans des voyages aux États-Unis, prenez le temps qu'il vous faut. C'est pas de l'argent gâché, c'est de l'argent qui va vous faire économiser des bêtises potentiellement que vous pourriez faire à l'avenir qui, elles, vous coûteraient beaucoup plus cher. Moi, je vous donne mon exemple, mon cas personnel. Quand je suis parti de France, mon objectif, c'était d'ouvrir une affaire de restauration aux États-Unis. Je ne connaissais rien à la restauration. C'était un vieux rêve. Je crois qu'aussi, il y a eu une période, en fait, où il y a beaucoup de gens qui avaient fait des études un peu longues, qui se disaient, ah, je veux revenir à des choses un petit peu plus rationnelles. Je vais faire partie de cette catégorie de personnes-là, et je me suis dit, je vais le faire aux États-Unis. Donc, j'ai travaillé pendant un an pour ouvrir différents types de business. Au final, je voulais ouvrir ce qu'on appelle un Pokéball, un Pokéshop, vous savez, des bols ouais, hawaïens, voilà, de nourriture, qui fonctionnent plutôt bien. Mais enfin, voilà, dans mon cheminement, globalement, j'ai découvert plein de choses. J'ai découvert les enjeux de permis pour faire un restaurant, les enjeux d'emplacement, comment est-ce qu'on négocie un bail aux États-Unis. Il y avait des gens, moi je voulais ouvrir à Downtown Miami à l'époque, les gens voulaient me signer que des baux en month to month, c'est-à-dire au bout de 30 jours, ils peuvent me sortir et me mettre dehors. Parce que eux, en fait, ils attendaient tous qu'un gros développeur arrive, les rachète, casse le bâtiment, le refasse pour que ça soit le truc hype le du nouveau moment, New quoi. York, quoi, le Ouais, nouveau New York. Seulement, évidemment, quand toi, tu es en face, tu vas investir à l'intérieur du magasin, acheter de l'équipement, du personnel, bah investir oui, dans ça va être ton emplacement. C'est très important dans le commerce de proximité, l'emplacement. bien Donc, ça sûr. marchait pas. Donc, tout ça pour dire, quand mon projet initial de restauration et le projet qui m'a permis d'obtenir un visa E2, bah, il y a eu beaucoup de différences, puisque moi, le projet qui m'a permis, l'entreprise qui m'a permis d'avoir le visa E2, c'est un projet autour des médias, des médias, de la presse, du web, notamment via le site investir.us qui était déjà existant et qui était à l'époque en fait un média autour de justement l'investissement et l'entrepreneuriat aux États-Unis. J'ai eu l'opportunité de reprendre et qui m'a permis de monter mon visa E2 en fait. Donc il y avait vraiment un écart très important Un gap, c'est sur l'opportunité. voilà, l'opportunité, être conseillé. J'ai aussi écouté. Il faut écouter les gens. Alors attention, tendez l'oreille, digérez ce qu'on vous dit. Prenez aussi du recul. Tout le monde a quelque chose à vous vendre. Il faut être clairement conscient de ça, forcément.
Tout le monde a quelque chose à vous vendre. Il faut payer pour connaître. Ça, c'est plutôt vrai dans beaucoup de cas aux États-Unis. Euh, mais n'hésitez pas à payer parce que ça vous donne le droit d'en savoir plus. Vous êtes dans une relation commerciale, donc la personne qui vous fait payer doit performer un service pour vous. Donc ça peut être un avocat, bien sûr, d'immigration. Ça, c'est généralement ce que la plupart des investisseurs avec qui ils traitent. Ça peut être un avocat commercial. Ça peut être aussi une forme de consultant pour vous accompagner sur l'avancement du projet, vous ouvrir un réseau. Broker en Voilà. business. Voilà, un business broker, un business broker. Bon, Ouais. généralement, eux travaillent plutôt à la commission, mais parfois, ils demandent aussi de collecter en amont ce qu'on appelle un flat fee pour travailler avec une commission payée d'avance. C'est possible, tout est possible aux États-Unis. Donc, euh, restez ouvert d'esprit, ayez conscience que tout le monde est là pour faire du business, prenez conscience que vous êtes celui qui en connaît le moins, donc prenez du temps pour apprendre comment les choses fonctionnent, je dirais. Et peut-être on peut rajouter attention à tout ce que vous pouvez voir à droite à gauche sur YouTube ou Instagram où on peut Mm. vous vendre du rêve assez facilement. C'est pas toujours vrai. Faut gratter un petit peu le vernis en surface. Ça, c'est la voix du vieux sage, on dirait. Faut gratter le vernis en surface. Non, mais c'est un bon conseil. C'est vrai que Putain, j'ai quel âge? C'est pas possible. il y a des choses, moi, qui me paraissent évidemment plus évidentes maintenant, et puis je connais un petit peu l'envers du décor, comme toi. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui sont un petit peu plus, qui ont une bonne nature, un peu plus crédules. Faites attention évidemment à ce que vous voyez en ligne, quand c'est des solutions peut-être un peu trop faciles. Posez-vous les bonnes questions. Voilà. Tout le monde joue avec les mêmes règles, hein. L'administration américaine C'est ça. a la même exigence avec Pierre-Paul Jacques. C'est pour tout le monde pareil. Là, dernièrement, on m'a expliqué un business via du dropshipping Amazon. Ça, j'ai un peu du mal à comprendre comment est-ce que ça peut passer à l'ambassade au niveau du visa E2. J'ai beaucoup de doutes. Mais oui, il y a eu Tu il y a eu parles plein. des Amazon FBA, c'est ça ou... Ouais, c'est ça. Ouais. Ah, c'est un peu différent du dropshipping, méfie-toi, tu vas te faire taper sur les Ah, doigts pardon, je suis pas un dans les grand commentaires, connaisseur de mais ça. Je vais me faire taper dessus alors. ouais, bah attention. Ouais. Les Amazon FBA, c'est de loin aujourd'hui le vecteur e-commerce, le e-com, comme tout le monde l'appelle en ce moment, le plus utilisé. Loin devant le dropshipping ou autre. Alors, il y a aussi maintenant beaucoup qui se développent les ventes à travers les influenceurs TikTok, enfin, tous ces trucs-là, tous ces nouveaux modes de commercialisation finalement hein, qui vont avec la digitalisation Mhm. de toute une nouvelle génération. Bien Donc, sûr. Ouais. c'est ça marche bien. Est-ce que ça passe à l'ambassade? Là, c'est vrai que j'ai un doute aussi quand même. Je me verrais mal monter un visa E2 avec ça et arriver devant l'intervieweur euh, à l'ambassade américaine à Paris. Bah, ce que veut l'ambassade hein, dans les Parce qu'il n'y a prérequis rien de du visa physique. E2, Je vois pas comment ça peut marcher. Il y a pas, on n'embauche pas d'Américains, donc je vois pas comment ça peut marcher. ouais, bah dans les critères, il y a notamment un investissement substantiel à faire. Donc déjà, il y a une chose. Après, c'est sûr que dans un dossier E2, ce qu'aime voir l'ambassade, c'est quand même des actifs tangibles, hein. Ils Ouais. aiment le business local parce qu'il y a un côté très terrien, il y a un côté, voilà, on va avoir besoin de lui, de la personne qui fait la demande de manière physique en fait. Parce qu'autrement, on va vous dire, voilà, mais pourquoi est-ce que vous avez besoin de venir aux États-Unis si vous faites quelque chose Mm. en ligne en fait? Euh, donc, Bon, j'imagine qu'il doit y avoir toujours probablement des gens qui se spécialisent dans ce genre de choses et qui doivent peut-être, je vais pas dire détourner, c'est un vilain mot, mais venir adjoindre au projet des choses qui verront peut-être pas le jour. Par exemple, j'imagine quelqu'un qui veut faire du Amazon FBA aux US. Bon, avec le projet tel quel tout seul, on sait ça passe pas parce qu'il n'y a pas d'emploi, il y a pas de, on n'a pas de bâtiment. Donc je me dis quelqu'un qui à son dossier adosserait la location d'un bâtiment avec des stocks qui sont envoyés progressivement, tu vois, en tampon vers les stocks Amazon avec quelqu'un qui serait embauché pour gérer justement les réceptions de marchandises dans cet entrepôt. Voilà. Est-ce que ça peut, ouais, là, ça tu devient vois, une entreprise de logistique. Donc là, c'est voilà. différent. C'est Tu vois, est-ce différent. que est-ce qu'ils Là, y il y a une arrivent comme ça en embauche. détournant un petit peu le truc? Ouais. C'est peut-être la solution. Oui, oui. Mais la réalité, quand même, c'est qu'il va falloir le montrer, ça, hein, avant de Ouais. passer à l'ambassade.
C'est Donc, ça. dans tous les cas, on peut détourner les choses. Oui, on peut faire un business plan, Il donc faut ça qu'elles va existent, hein. grandir. Mais il va falloir une adresse, montrer les Mm. photos du bureau. Il va falloir avoir tous les papiers de la personne qui vous a embauché, montrer les fiches de paye. Donc là, il y a du réel derrière, hein. C'est pas, ils vont pas vous donner un visa Ouais, non. via uniquement un business plan. Le business plan, ça fait partie de la progression que l'entreprise va faire. Donc, il faut un business plan. Un business Mm. plan d'immigration, c'est très particulier. Il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans. Ils font contracter avec quelqu'un qui fait que ça et qui sait très bien les faire pour Ouais. bien défendre le dossier. Mais à côté de ça, il y a tout un tas de pièces à joindre au dossier qui prouvent que l'embauche a eu lieu, que l'investissement a eu lieu, même que vous commencez à payer des taxes, de la TVA ou même de la taxe sur le revenu, sur les sociétés. Euh, voilà, ils veulent du concret, ils veulent du réel, et donc plus ça fait réel, plus votre dossier a des chances de passer en fait. Mm, mm. Donc évidemment, les dossiers qui sont tous, on va dire, complètement réalistes, généralement ils sont pas retoqués, hein. Il y a, voilà. Euh, j'ai des amis pas mal d'amis évidemment dans la restauration ici. Je dis pas aux gens de faire de la restauration, mais il y a un certain nombre de Français qui sont dans la restauration notamment. Ça, c'est généralement c'est des dossiers Ouais. qui sont très faciles parce que tu achètes, soit tu reprends une affaire existante avec du personnel, soit tu crées une affaire, tu reprends du matériel, enfin là, tu mets tout ça dans un dossier. Et ça passe quand même très bien parce qu'il y a beaucoup de matériel, il y a des salariés embauchés, voilà. Maintenant, il faut Alors, pas faire de la restauration pour faire de la restauration. Il y a d'autres marchés, d'autres niches, d'autres industries qui permettent d'avoir un visa E2 et qui ne sont pas de la restauration. Il y en a plein d'autres. pour prendre cet exemple de la restauration, est-ce que à l'ambassade, ils vont accepter un Français qui va reprendre un restaurant, mais qui n'est pas issu de ce domaine-là, qui est étranger? Alors, c'est une bonne question. Je dirais que la réponse finale est oui. Et je vais supporter ma réponse par des cas concrets. J'ai des amis en Floride, ici à Sarasota, qui non seulement n'avaient pas d'expérience dans la restauration, mais qui n'avaient aucune expérience. C'était un couple de jeunes diplômés en fait. Pas eu vraiment d'expérience professionnelle. Ils ont eu un peu plus de galère pour faire passer leur dossier. Alors qu'eux, ils avaient déjà le restaurant, les salariés, ils payaient la sales tax, enfin tout était correct, hein. Dans un endroit en plus qui est facilement visible, avec un propriétaire, un landlord qui payait le loyer, qui était très connu, un institutionnel. Donc beaucoup de choses positives dans le dossier, mais le truc c'est que effectivement pas d'expérience passée. Alors, je sais pas si c'est parce qu'il n'y a pas d'expérience passée dans la restauration ou pas d'expérience passée du tout, mais ils s'y sont repris à 3 reprises pour avoir le visa. Ils ont fini par Ok. l'avoir. Je pense qu'ils n'ont pas de problème à renouveler désormais. Après, c'est mieux d'avoir un lien dans l'industrie, mais ça ne veut pas dire que vous l'aurez pas, le dossier, parce que vous n'êtes pas de l'industrie. Après, c'est en charge à la personne, au consultant que vous embauchez pour faire le business plan, de créer du lien en fait dans le business plan. Parce qu'il y a une partie du business plan où on explique le porteur du visa, pourquoi est-ce il va être en position de réussite pour ce business-là. Ouais. Et c'est vrai que il faut que, enfin, je rappelle peut-être quelque chose qu'on a déjà abordé tout à l'heure, mais c'est vrai que ça ça peut paraître un peu étrange, mais pour monter votre visa E2, il va falloir que votre business tourne déjà avant. C'est-à-dire que vous allez devoir racheter le business avant, le faire tourner, alors que vous n'avez pas encore de visa E2. Donc vous ne pouvez pas aller sur le territoire pour chapeauter le business, parce que sans visa business, techniquement, vous ne pouvez pas voyager pour travailler. Alors bon, on peut venir faire un peu de tourisme en Floride et aller voir ce qui se passe dans les travaux de son restaurant ou de son autre activité, mais techniquement, on ne peut pas venir travailler sur le sol américain sans ce visa business. Donc c'est un peu déroutant au départ, mais oui, faut racheter le business, le faire tourner, obtenir le visa, et ensuite, on pourrait venir travailler légalement dans ce business-là. Ben, c'est le dogme des États-Unis, hein. Il faut mériter. Il y a une forme de mérite à devenir américain, à venir aux États-Unis, même en tant que résident, au-delà de devenir citoyen. Et ils veulent que vous preniez ces risques. L'administration américaine veut que l'investisseur prenne ce risque, euh, que la personne fasse cet investissement Ouais, ouais. substantiel en amont. Donc Mais ça oui, peut c'est paraître complètement. paradoxal de te dire, je suis propriétaire de tel business, mais je ne peux pas venir pour le driver depuis là-bas. Je ne peux pas, tu vois, Ah ça mais peut je vais même te paraître donner des exemples bizarre, quoi. C'est... de cas qui peuvent prêter à sourire. Moi, j'aurais pas voulu être dans la situation. Je connais des gens qui avaient un business, donc visa E2 déjà obtenu, 4-5 ans de business déjà. À l'époque, c'était 5 ans de visa E2 pour les Français. C'était avec quelqu'un qui était français. Renouvellement du visa. Alors, encore une fois, c'était des gens qui avaient une affaire de coiffure. Aujourd'hui, on va parler de coiffure Encore? définitivement.
une affaire de coiffure. Le business, je pense, fonctionnait, des salariés, du profit, un petit peu de profit, voilà. Le visa n'a pas été renouvelé. La personne avait acheté un appartement. Il y avait le chien qui était ici. Il était chez une amie. Il a fallu renvoyer tout ça, revendre, trouver. Alors le business est très mal revendu, hein, parce que dans ces conditions-là, c'est très compliqué. Parce que non seulement il n'y a pas eu le visa qui a été obtenu, mais il y a eu une période où en plus la personne ne pouvait pas revenir aux États-Unis, hein, même avec un visa touriste. Donc bon, peut-être qu'il y avait d'autres choses derrière ça, mais ça peut mettre évidemment des gens dans une forme de complexité. C'est pour ça qu'aussi je me suis toujours attaché à proposer des solutions d'investissement où on pouvait avoir un plan B, c'est-à-dire où le visa n'est pas obtenu, où il y a un problème, on peut faire gérer ça à quelqu'un euh, facilement en étant à distance ou en travaillant à distance. Alors oui, c'est un peu paradoxal avec ce que demande le visa E2, mais évidemment, c'est pas ce qu'on dit dans le business plan, mais c'est ce qui peut se passer si jamais il y a un refus de visa in fine. Et on a déjà obtenu des visas E2 pour des clients qui ont fait de l'investissement immobilier, hein. Plusieurs dossiers en sont passés facilement sur l'investissement immobilier et notamment l'investissement immobilier permet ça parce que demain, bon, il y a un problème sur C'est les sur biens. des montants plus élevés, non, sur l'immobilier. Globalement, Sur tout du dépend. million, quoi. Ouais, plusieurs centaines de milliers, on peut déjà arriver à faire quelque chose. Tout dépend en fait où on investit. Tout dépend Ouais. de la valeur des biens parce que ce qui compte, c'est avec le volume, ce que ça va générer, le rendement locatif. Et au-delà du rendement, après, on fait un dossier plus global où on dit que c'est une entreprise d'investissement global, de l'achat, rénovation, revente, du locatif, également de la conciergerie pour la location court terme. Donc, il y a différentes choses que l'on met dans le business plan, mais c'est déjà bien effectivement d'avoir un investissement assez substantiel pour montrer que le revenu, parce qu'en fait, l'administration, aussi dans les prérequis, vous devez lui montrer que vous allez pouvoir subvenir à vos besoins et aux besoins de votre famille. Mm. Donc c'est pour ça qu'également, quand vous faites une demande de visa, vous faites une demande de dépendant. Le dépendant, c'est votre époux, votre épouse et vos enfants. Et donc, on doit montrer que l'argent qui va rentrer va permettre à la famille de vivre convenablement aux États-Unis. Voilà. Ouais. Donc évidemment, sur l'immobilier, bon, il y a un retour sur investissement qui va nécessiter de faire un investissement plus important parce que c'est pas comme dans une affaire commerciale où on a un rôle à jouer, on prend le rôle d'un salarié, donc en fait, son revenu, c'est aussi du revenu lié à du salaire, en fait. Si on parle que d'investissement locatif, en tout cas. Non, mais ouais, tout ça pour dire que le visa E2 est finalement une porte d'entrée pour pouvoir ensuite peut-être développer un autre business qui, celui-là, sera le business de vos rêves, probablement. Je peux vous donner un dernier exemple. Là, j'ai un client qui a repris une affaire de presse, un journal local qui existait depuis presque 140 ans. Et qui en même temps a racheté l'immobilier, qui n'a pas du tout d'expérience dans la presse. Lui, il a un hôtel en France, il a eu des affaires de restauration, de bureaux de tabac. Mais ça a été notamment pour lui surtout l'opportunité d'avoir son visa E2. Et donc son objectif derrière, ça va être surtout que le business s'autofinance. Il n'a pas on va dire un souhait que ça soit une entreprise qui surperforme parce qu'il savait très bien qu'en la reprenant, ça serait pas le cas. Mais c'était un petit budget pour lui pour avoir cette passerelle pour faire son visa et puis lui se laisser le temps de voir visiter les États-Unis, trouver un endroit qui lui plaise et pourquoi pas repartir sur une affaire lui d'hôtellerie qui est son domaine de prédilection. Voilà. Ouais, c'est souvent comme on dit depuis tout à l'heure, la porte d'entrée. C'est ça. Donc, restez ouvert d'esprit quand vous visez ce type de visa. C'est ça. Alors Mathieu, maintenant, je pense que c'est le moment de révéler ce grand secret dont on parle depuis le début du podcast. Non, on vous a teasé un petit peu en vous disant que on était en train de lancer une entreprise autour de toutes ces thématiques-là. Donc je pense que c'est le moment de parler de ce dont il s'agit. Ouais, et c'est la raison pour laquelle aussi on a été un peu silencieux depuis le premier épisode du podcast qu'on a fait, je crois, de mémoire fin janvier, début février. Je peux vous dire que Mathieu, il n'a pas arrêté, hein. C'est lui qui nous a beaucoup fait avancer. Merci beaucoup. Et tu as raison de dire, c'est aussi pour ça que on a été un peu silencieux. Mais non, c'est ça qui a fait qu'on n'a pas pu enregistrer d'autres podcasts entre-temps. Alors qu'on avait dit
qu'on allait être régulier, que c'était loin d'être le dernier. On était chaud patate Bah, sur le regarde, on est premier là, on est épisode. là, Mais on est on y là. est aujourd'hui. Mais bon, voilà, donc vraiment désolé pour cette absence de quelques semaines. Mais voilà, entre nos activités respectives, plus les business à lancer et ce site, ben, c'est vrai que les journées ne font que 24 heures, donc c'est un peu compliqué des fois. Et le décalage horaire, bref. Donc du coup, oui, ben, nouveau site qui vient d'être mis en ligne lundi. Donc Il y c'est a tout deux frais. jours. Donc nous, C'est tout frais. 2 jours à ce jour où on tourne. Probablement un peu plus d'ici qu'on ait monté et publié la vidéo. Donc ouais, un site internet dédié à l'activité de création de sociétés aux USA, d'accompagnement pour les visas E2, on vient d'en parler. Donc pour les investisseurs étrangers, donc on va se concentrer sur nos amis francophones pour le moment, donc Belgique, Canada, France, Suisse, Luxembourg et j'en oublie. Et toute la communauté aussi africaine qui peut nous regarder. N'oublions pas qu'ils sont francophones. C'était un projet, oui, qu'on a mûri entre fin 2024, début 2025. Et c'est vrai que toi, c'est quelque chose que tu faisais depuis quelques années, mais qui se mélangeait peut-être un peu trop avec l'immobilier. Et donc voilà, on a pris la décision de scinder les activités en deux, même si l'équipe reste la même derrière. Mhm. Mais, ça permet voilà, d'avoir une offre dédiée à l'immobilier, une offre dédiée à la création de sociétés, à l'accompagnement voilà, pour les obtentions de visa. Ben, je dois dire que exactement, moi c'est des sujets qui sont récurrents depuis le départ en fait et qui sont toujours des demandes en fait de clients ou de personnes qui me contactent. L'idée c'était de donner une solution un petit peu plus clé en main. Moi de me faire épauler de Mathieu parce que je peux pas être de partout. Mathieu c'est quelqu'un qui est très compétent, qui est très posé, qui fait les choses avec beaucoup d'engagement et d'honnêteté. Donc on s'est beaucoup retrouvés ensemble sur ces valeurs. Et l'idée c'était de globalement vous proposer un service complet. À terme ça sera ça pour vous supporter dans vos affaires aux États-Unis. Donc pour l'instant, on a lancé un nombre de services limité. Donc on parle surtout de la création et la domiciliation d'entités juridiques dans nos bureaux, donc celui de Floride, du sud-ouest de la Floride à Englewood, et celui du nord-est du Mississippi à Yucca au lac Pickwick. Bien sûr, on peut incorporer dans d'autres États américains. Vous pouvez nous faire des demandes spécifiques par rapport à ça. Mais pour nous, c'est très facile d'incorporer en Floride et dans le Mississippi. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'intérêt pour ces Ouais. deux États, Oui, évidemment. c'est devenu vraiment très attractif. C'est vrai qu'on entend beaucoup parler, on va revenir peut-être ce qu'on entend le plus souvent sur les réseaux, c'est le Delaware, le Nouveau-Mexique, parce qu'on paye pas de taxes, mais finalement, la Floride, il y a 0% d'impôts au niveau de l'État, et pareil pour le Mississippi. Les intérêts du Delaware, Nouveau-Mexique et autres se réduisent un petit peu. Ah oui, je pense que euh, il peut y avoir même des contre-indications à incorporer dans des États qui sont transparents, surtout Là, quand pour on la est perception. étranger, pour la perception, l'image que ça peut renvoyer. Ouais. Mais donc voilà, création d'entités juridiques, domiciliation, puisque nous on a des bureaux physiques et du coup ça me permet de faire le lien avec tous les enjeux d'immigration. Vous allez avoir besoin d'un bureau physique également si vous montez un dossier pour l'immigration, notamment autour du VTE2. Donc nous on peut proposer ces services-là. Également de registrer d'agents, c'est-à-dire qu'on sert d'agents local, légal, qui est Représentant. nécessaire. Représentant, c'est ça. J'avais pas la traduction en tête, mais c'est ça, représentant légal, qui est nécessaire pour toutes les entités juridiques aux États-Unis. Et donc pour revenir sur l'aspect immigration, évidemment, de par notre expérience, notre connaissance, eh bien on propose un service d'accompagnement autour de Visa E2, qui est un service complètement à la carte. Vous achetez en fait un crédit, donc de minutes. Voilà, donc ça va de 30 minutes on a jusqu'à 10 heures à ce jour d'accompagnement. L'idée c'est qu'on se place un peu au-dessus de la mêlée pour vous accompagner, vous aider à faire les bons choix. C'est vous qui prenez les décisions. Cheminer la réflexion du projet, faire des bilans peut-être pas de compétences, parce que voilà, c'est pas non plus l'objectif, mais essayer d'orienter les gens, de Voilà, nous le but les c'est de vous faire accompagner, réfléchir en fait à d'éviter les erreurs et de gagner du temps. voilà, c'est ça, réfléchir, éviter les erreurs, gagner du temps, c'est là-dedans.
Je pense qu'il y a, moi, de ce qui m'a manqué de mon expérience Provisor 2, c'était la petite voix qui était à côté de moi. La petite voix pour me dire, Fais pas ça. t'as réfléchi à ça? Alors fais pas ça, ça sera, on va pas le dire ça, parce Non, que ça sera vous qui allez prendre la décision, mais on va peut-être vous faire prendre un angle différent, une prise de vue différente pour peut-être contrebalancer certaines choses. Il y a peut-être des choses où il n'y aura pas besoin de discuter, on va conforter votre position aussi. On va également vous ouvrir le réseau qu'on a aux États-Unis de professionnels pour vous permettre d'avoir des interlocuteurs euh, experts pour les différents sujets dont vous avez besoin d'avoir de traiter. Et puis puis, au lancement, on a aussi quand même, faut pas l'oublier, l'accompagnement sur la comptabilité hein, qu'on peut d'ores et déjà proposer, en plus de la création d'entités juridiques. ah bien sûr, donc ça va être le troisième chapeau. Il y a l'administratif, l'immigration et puis tous les aspects fiscaux et de taxation, d'optimisation, de comptabilité qui Mm. vont arriver. Mais voilà, on a essayé de balayer un certain nombre de choses pour vous permettre d'avancer sur tous ces projets que vous avez en termes de business, d'investissement aux États-Unis. C'est ça. On va avoir des packages, 3 packages hein, principalement pour la création de sociétés. On mettra en lien dans la vidéo l'adresse du site dédié à ces services, euh, qui sera d'ailleurs French and Associates. Ah, ce que j'allais dire, il faudrait peut-être quand même qu'on Placer explique le le nom nom. quand même. Le nom, Voilà. c'est voilà, d'où vient le Le- nom. Cette marque s'appelle donc French and Associates. C'est une marque qui est gérée par une entité juridique qui s'appelle French Bridge LLC, que nous copossédons avec Mathieu, dont on est euh, les seuls gestionnaires. Donc, il vous est possible d'acheter tous ces services en ligne. On a voulu que ça soit le plus simple pour vous, le plus automatique. Dès que nous on reçoit une commande derrière, c'est un d'entre nous qui va vous recontacter pour recueillir les éléments dont on a besoin et avancer sur votre dossier. Mais oui, French and Associates, est-ce que tu peux nous décliner l'URL? Je vais pas te faire une faute. C'est French-Associates au pluriel .us. Ah, il me semblait que c'était ça. Je l'ai On vu change beaucoup de pas. fois quand même l'URL, mais je suis Ces le derniers spécialiste mois, de faire ce genre de petites erreurs, donc je me suis dit, Mathieu, ça sera, ça sera, c'est ça la sera bonne marqué personne. dans la description de toute façon, on pourra pas Voilà. faire d'erreur. Mais oui, tout ça pour dire que on aura aussi bien donc des packages, 3 packages de base sur la création des LLC, et ensuite tout un service à la carte également. Ou si vous avez déjà une société aux US, ou si vous avez même déjà un registered agent, mais ça se passe mal pour X raison, ou vous avez envie de changer, on peut vous proposer voilà, des services à la carte pour migrer progressivement chez nous. Il n'y a pas de souci, on peut vraiment tout faire. Jusque même l'accompagnement d'ouverture de comptes bancaires aux US sur des banques physiques, pas sur, À distance. voilà, pas sur les banques en ligne que tout le monde peut déjà connaître. Donc une offre Ah, quand même, je trouve assez large, même pour un lancement. ouais, on a quand même pas mal de services. Finalement, le, Je crois voilà. on va pas s'enlever des fleurs, mais on a quand même une forme de savoir-faire, donc le but c'est de pouvoir répondre à un maximum de besoins. Ouais. Euh, voilà. Est-ce que Sachant, oui, t'as- tu parlais de. Oui, non, tu parlais de. Juste pour rebondir, tu parlais d'ouverture de compte. Tu as précisé à distance. Et oui, c'est important parce que les ouvertures de compte sur des banques physiques, sur des banques classiques que tout le monde peut connaître, ça nécessite un déplacement. Aux États-Unis, aujourd'hui, ça devient très compliqué d'ouvrir. Si vous décrochez votre téléphone, vous essayez d'appeler une branche de n'importe quelle agence en Floride, si vous essayez d'ouvrir un compte, ça sera très compliqué. Il faut vraiment du déplacement. Donc voilà, quand tu précisais à distance, C'est ça. c'est important parce que, ben, mine de rien, ça évite un déplacement. Ça évite un billet d'avion, C'est ça. c'est surtout une solution qui est a priori fiable. Après, encore une fois, ça dépend. Chaque dossier, on peut pas C'est à la. garantir chaque Bien sûr. dossier. Non. C'est sous réserve que la banque vous accepte, mais globalement, on n'a Ouais, jamais eu de refus. Voilà. le taux de réussite est Voilà. plutôt élevé. Mais ouais. Bon, donc voilà, donc oui, ouverture à distance, sous réserve évidemment d'acceptation par l'agent qui traitera le dossier. Mais c'est vrai que bon, les taux de réussite sont plutôt
D'ailleurs, quelque plutôt chose élevé pour moi. que j'aimerais rajouter aussi, pardon Mathieu, Ouais. c'est qu'on travaille avec des banques qui ont des salariés francophones pour certaines. Donc pour Oui. ceux pour qui l'anglais c'est pas évident, nous notre solution c'est de A à Z de vous proposer nos services. Nous autres on est francophones déjà et tous les partenaires avec qui on travaille au Mhm. maximum de vous proposer des gens qui sont aux États-Unis mais qui parlent le français. Ouais. Voilà. Et Mais tu fais notamment bien la de banque, ça en fait partie. ouais, tu fais bien de le préciser parce que bah, c'est exactement la discussion que j'ai eue ce matin avec un prospect où justement quand je lui ai annoncé que même au sein de la banque on avait un interlocuteur français alors que lui parle anglais, il me dit ah mais c'est bien ça même il me dit même si je parle anglais bah, c'est toujours rassurant sur certains points clés comme ça, la banque, parce que de suite, la banque, c'est l'argent, c'est l'argent qu'on va collecter. On se dit, ah, s'il y a un problème, qu'il faut que je négocie en anglais, ça va être plus compliqué. Et mais ça le rassurait, alors que c'est quelqu'un qui parle couramment, mais, euh, mais ça le rassure quand même. Donc, Ben, je te confirme, hein, voilà, même nous c'est qui vivons aux États-Unis, on travaille avec beaucoup de gens de la communauté francophone parce que au-delà de la langue, il y a des enjeux de culture, il y a différentes choses. Voilà. Euh, donc, c'est vrai. ça permet parfois voilà, d'avoir des explications plus faciles, l'échange est forcément plus simple. Donc, Oui, le but, c'est ça, c'est de fournir des services pour les clients qui sont à distance ou même aux États-Unis euh, dans une langue qu'ils maîtrisent parfaitement et c'est qui les ça. rassure. Ouais, c'est toujours rassurant, voilà, ce que j'allais dire. C'est toujours rassurant d'avoir un compatriote qui parle la même langue au téléphone. C'est pas C'est ça, pourquoi, je pense que c'est ancré au plus profond. On se dit, ah, bon, parle c'est ça. français. Donc voilà. Merci beaucoup d'être resté avec nous tout ce temps. Je ne sais pas si vous avez été au bout de la vidéo, que vous avez tout écouté ou tout vu. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner. On est sur toutes les grandes plateformes de podcast. On est également sur YouTube, bien sûr. Mathieu, tu peux nous redire sur les plateformes de podcast où on est? Pour le moment, on est uniquement sur Spotify. Et probablement, on va essayer de rajouter Apple Podcast. Mais Retrouvez-nous le, sur le vecteur, Spotify alors. ouais, Spotify et bientôt Apple Podcast, mais surtout le numéro un, c'est pour ça qu'on le fait aussi en vidéo, ça reste YouTube, hein. Mhm. Euh, c'est vraiment le format où on va fédérer le maximum de monde, je pense, de par Exact. l'ancienneté de ta chaîne aussi. C'est ça. Et du coup, bah, n'hésitez pas à aller voir notre nouveau service French and Associate, donc French-associate avec un s.us. Vous découvrez tous les services qu'on propose pour vous supporter dans vos affaires et entreprendre aux États-Unis. Vous pouvez également vérifier mon blog investir.us qui parle notamment d'immobilier aux États-Unis. Et puis, bah, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous voulez aller plus loin dans votre démarche business aux États-Unis. Une seule adresse, hello at french-associates.us ou contact at investir.us. On vous mettra tous les liens de toute façon en description de la vidéo ou du podcast. Et puis, on espère être en contact avec vous très bientôt. On espère vous revoir très très vite et pour un prochain podcast qui lui arrivera beaucoup plus tôt que ce numéro 2. Exactement. Prochain podcast, on vous le jure, il sera beaucoup plus rapide que celui que Promis, l'écart qu'on a eu entre les deux premiers, mais c'était pour la bonne cause. pour une bonne cause. Exactement. Bon, ça Merci à marche. tous en tout cas pour tous ceux qui sont allés au bout C'est et ça. à très vite et à bientôt pour un prochain Ça marche. épisode. Salut Mathieu. Bye. Ciao Julien.